RTT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les États de l'UEMOA vont en guerre contre les faux médicaments vétérinaires. La santé animale préoccupe les professionnels de la santé et ils tablent depuis ce matin à Lomé sur la meilleure stratégie de lutte à trouver. Les membres du gouvernement et les syndicats des enseignants de nouveau autour de la table de discussion. Les deux parties sont résolument engagées à faire de l'école togolaise une référence. Et puis la Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président et un nouveau premier ministre. Le président Alassane Ouattara a nommé le gouverneur de la BCEAO, Thiemo Kokone, et a reconduit Patrick Hachi. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tegan, a reçu une délégation de l'administration de l'Assemblée parlementaire francophone en audience. La délégation était conduite par le conseiller région Afrique, M. Sekou Kanté. Les échanges ont porté essentiellement sur les questions d'intérêt commun pour le bon fonctionnement des deux institutions. Je vous propose à présent d'écouter M. Kanté au sortir de l'audience au micro de Aboza Taja. Nous sommes là dans le cadre du renforcement des capacités des fonctionnaires parlementaires. C'est une formation régionale où nous avons des fonctionnaires de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, qui s'associent à leurs collègues de l'Assemblée nationale du Togo pour pouvoir bénéficier d'une formation sur l'organisation du travail parlementaire en général, mais associée à cela sur la connaissance de la francophonie institutionnelle et les réseaux institutionnels de la francophonie. Nous avons bénéficié de cette audience de Madame la Présidente qui nous a accordé ce temps. C'était pour lui présenter toutes les civilités de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui organise ce séminaire en partenariat avec l'Université Senghor à Alexandrie, avec un partenariat également du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique. Et M. Kanté et sa suite sont à Lomé donc pour le séminaire régional sur l'administration parlementaire, rencontre qui s'est ouverte ce mardi à Lomé. Elle va permettre donc de mieux organiser le travail parlementaire dans la sous-région. Les précisions dans ce reportage signé Marie-Ange Bida. En amont de toute activité parlementaire, le personnel administratif. Sa mission, gérer, planifier et organiser le travail au sein des assemblées parlementaires. Pour être plus aguerris dans un monde en constante évolution, les administrations du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo se forment à Lomé. Une rencontre sous-régionale pour mieux faire face aux défis de l'heure. Il faut sans cesse se renouveler. Vous savez que les parlements doivent s'adapter à la mondialisation. Les parlements doivent s'adapter justement au numérique. Les parlements doivent s'adapter à l'élaboration des lois, ce qui fait le cœur du métier des parlements. Et chaque parlement a sa tradition, a ses habitudes, a ses façons de faire. Et je crois que le fait de réunir 4 États, ce sera l'occasion justement d'échanger les bonnes pratiques pour voir ce qui se fait à gauche et à droite et après créer un réseau de parlementaires de langue française. Le Togo, pays hôte, se réjouit de l'initiative. L'Assemblée nationale togolaise voit en ce séminaire un cadre idéal pour transformer l'organisation du travail parlementaire. Prévue pour 4 jours, la rencontre de Lomé est organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie et dénommée Formation Geoffroy Dieudonné. Le dialogue pour tout avoir. Le gouvernement togolais et les syndicats des enseignants l'ont compris. Les deux parties se sont une fois encore retrouvés pour discuter ce matin. Les syndicats des enseignants ont par exemple demandé le report de l'application de l'arrêté relatif aux indemnités des directeurs du préscolaire et du primaire public. Ils les ont obtenus, mais pas seulement. Le reportage est signé Ekwi Salah.
Gouvernement et syndicats des enseignants se retrouvent autour de 3 points essentiels. La reprise des classes et les activités pédagogiques, la situation des enseignants volontaires et l'arrêté interministériel du 15 avril 2022. Un arrêté qui accorde une indemnité mensuelle fixe de fonction au directeur du préscolaire et d'école primaire publique. Par le dialogue, les syndicats sont parvenus à faire reporter son application. Ils demandent un peu de temps pour l'étudier à fond. Le ministre a accepté de reporter la mise en application de cet arrêté pour nous donner la chance de discuter, de comprendre et de communiquer autour de cela afin que tous les enseignants, les camarades enseignants puissent savoir ce qu'ils attendent de cet élément. Il y a eu beaucoup d'aspects qui ont été développés, mais nous avons dit qu'il nous faut suffisamment d'éclaircissements pour que nous puissions adjuger. Les deux parties ont pu évoluer également sur bien d'autres sujets. La question relative au logement des enseignants, la prime d'éloignement, mais aussi la gratification exceptionnelle. Ce qu'on peut retenir, c'est que d'ici la fin du mois d'avril, cette gratification va rentrer en monnaie sonnante dans les salles de classe. Nous attendons de voir. Nous voudrions lancer un appel à tous les enseignants de nous accorder ce crédit de confiance et de savoir que les discussions se poursuivent afin que la sérénité revienne sur le terrain. On est venu également sur le problème de nos camarades du 7 et surtout ceux qui sont aujourd'hui incarcérés pour ce qu'on leur reproche avec les élèves. Là aussi, le ministre a dit que c'est problème de justice. Donc la justice, en attendant que la justice fasse son cours pour les élèves, il prendra des dispositions à son niveau pour voir ce qu'on peut faire. Les syndicats ont plaidé pour que le quota des enseignants volontaires soit relevé lors des concours de recrutement. Ils ont aussi exprimé le besoin de la construction des logements pour soulager les enseignants exerçant dans les zones reculées. Proposition favorablement accueillie par le ministre Komla Dodiko Koroko. Les syndicats des enseignants devront lui soumettre un projet très prochainement en vue de sa concrétisation. Plus de médicaments vétérinaires frauduleux dans l'espace UEMOA. C'est à cela que veulent parvenir les inspecteurs des médicaments vétérinaires réunis depuis ce matin à Lomé. Les précisions avec Antoinette Romao. Elle constitue une véritable gangrène malgré les campagnes de sensibilisation. Des quantités importantes de produits pharmaceutiques vétérinaires, on en trouve encore sur le marché communautaire frauduleusement. Et les corollaires sur la santé animale et humaine restent effroyables. Il faut donc agir et vite. C'est une question qui nous préoccupe au plus haut point. Lorsque vous faites ingurgiter un animal, un faux médicament, bien après, dans les plats que nous consommons, vous avez les résidus de ces faux médicaments, avec un impact que vous imaginez très nocif pour la santé, non seulement animale, mais aussi humaine. Selon les études réalisées par l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, 21% à 67% des médicaments vétérinaires commercialisés en Afrique subsaharienne ne répondraient pas aux normes de qualité. Cette réunion annuelle des inspecteurs permet donc de revoir le dispositif en place. Au cours de cette réunion, tous les inspecteurs des 8 pays de l'UEMOA vont faire le bilan du contrôle des médicaments vétérinaires dans les États respectifs et de projeter les actions à mener afin d'améliorer le système d'inspection et de contrôle au niveau de notre espace. Assainir le secteur revient donc à lutter contre l'entrée et la circulation sur le marché communautaire des médicaments vétérinaires frauduleux, ce qui implique la garantie de la qualité de ces produits pour bien assurer le bien-être animal et humain. Santé encore avec cette question à présent. Quels impacts a la consommation du tabac sur les dépenses des ménages au Togo? La question est au cœur d'une rencontre organisée depuis ce matin à Lomé et les assises visent la dissémination des résultats d'une étude sur l'effet d'éviction de la consommation du tabac sur les finances des ménages au Togo. Les précisions avec Chazna Baga.
La prévalence du tabagisme au Togo est estimée en 2017, selon l'enquête mixte, à 10,6% chez les hommes de 15 à 49 ans et de 0,9% chez les femmes de la même tranche d'âge. Cette addiction a des incidences sur les dépenses des ménages. C'est ce qui ressort de l'étude du CADERT intitulée « L'effet d'éviction de la consommation de tabac sur les dépenses de ménage au Togo ». Les résultats ici présentés aux acteurs impliqués dans la lutte contre le tabagisme indiquent que les dépenses liées au tabac sont évaluées à 1 590 francs CFA en moyenne par an par ménage. L'incidence négative de la consommation du tabac se fait plus ressentir dans les ménages qui vivent en milieu rural plutôt que dans les ménages qui vivent en milieu urbain. C'est donc dire que l'incidence négative de la consommation du tabac se fait plus sentir chez les pauvres plutôt que chez les riches. Ils n'ont rien et ce qu'ils ont, ils le consacrent au tabagisme. C'est vraiment très très alarmant. C'est d'autant plus alarmant que les postes affectés par le tabagisme touchent principalement l'éducation des enfants, le logement, l'hygiène, l'accès à l'énergie de cuisson et le divertissement. Voilà pourquoi l'étude est assortie de recommandations. C'est d'intensifier les aspects économiques de la lutte anti-tabac. Les aspects économiques de la lutte anti-tabac comportent le volet de la taxation, mais également le volet de la lutte contre la contrebande. Il y a également l'aspect de la prise en charge et de l'aide à la désintoxication. Et de l'autre côté, maintenant, il faut travailler à la prévention en termes d'étiquetage des paquets de cigarettes. Il y a l'interdiction de consommer le tabac dans les lieux publics. Cette étude fait suite à une précédente recherche relative à la taxation du tabac au Togo. Elle vise à discuter des mesures de politique idoines pour endiguer le fléau du tabagisme. Le CADERT a bénéficié de l'appui de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF. Santé encore avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mardi 19 avril 2022, le nombre de cas confirmés s'élève à 36 969. Deux nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 679. Le nombre de cas actifs est de 17 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. La coordination nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles CETOP est à la recherche de plus de partenaires techniques et financiers pouvant l'accompagner dans la mise en œuvre du projet dénommé Mécanisme forêt et paysans. C'est une initiative qui promeut la restauration des paysages forestiers en vue de lutter contre les changements climatiques. Et une table ronde est organisée depuis ce matin à Lomé à cet effet. Le compte rendu avec Clarisse Atticlé. Plus de partenaires pour plus de ressources avec des résultats probants et durables dans la restauration des paysages forestiers. La coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, CETOP, s'y attelle. Elle veut diversifier les sources de financement à travers cette table ronde. Donc, nous avons déjà fait un long chemin avec la FAO à travers le mécanisme forêt et paysan. L'appui de la FAO nous a permis déjà d'enclencher beaucoup de choses en ce qui concerne la restauration des forêts et également aussi l'accompagnement des OPFA dans l'agroécologie. Donc pour continuer nos actions, nous avons besoin de mobiliser assez de partenaires parce que nous avons beaucoup de projets dans ce sens. Depuis 3 ans, la CETOP et ses fêtières d'organisations de producteurs agricoles et forestiers ont bénéficié de multiples appuis de la FAO. Plus de 400 hectares de terre ont été déjà restaurés. Pour l'atteinte des objectifs du mécanisme forêt et paysans, cela passe surtout par un partenariat solide. Le mécanisme vise à créer des paysages forestiers résilients face au changement climatique en vue de l'amélioration des moyens d'existence des populations. Nous voulons à travers cette table ronde convier les autres partenaires techniques et financiers à accompagner ces organisations à la base qui aujourd'hui nous sommes sûrs pourront de façon efficiente gérer les ressources qui seront mises à leur disposition pour contribuer à la restauration des paysages forestiers au Togo. Développement des pépinières, production de jeunes plants, adoption de pratiques agroécologiques, autant d'initiatives mises en œuvre dans le cadre du mécanisme forêt et paysans.
Le mémorandum qui sera signé à la fin de cette table ronde va devoir booster les choses pour plus de résultats. Dans 9 jours, les Togolais célébreront le 62e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Et à partir de ce soir, nous vous proposerons une série de reportages sur les préparatifs de cette célébration. Et ce soir, nous vous proposons déjà les préparatifs du côté de la place de l'Indépendance, la place de l'Indépendance qui fait sa toilette. Et c'est un reportage signé Ekwe Salah. La place de l'Indépendance fait sa toilette, une cure de jouvence pour accueillir le 27 avril la fête de l'indépendance du Togo. Ça et là, des coups de pinceau pour raviver les couleurs. Avec finesse, les fleuristes font aussi leur job. Tout est minutieusement exécuté pour donner un nouveau look à cet espace chargé d'histoire. Les travaux ne laissent pas indifférents les passants. La fièvre du 27 avril commence par monter. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fêté et c'est en partie à cause du malheureux événement qui est le Covid. Et donc j'espère que cette année, comme il y a les préparatifs qui sont déjà en place, on va pouvoir retrouver tout l'engouement qu'il y avait il y a 2 ans. Grâce à Dieu, la situation de la pandémie connaît une amélioration. Je souhaiterais que le gouvernement mette tout en œuvre pour que la fête soit belle et que tout le monde fête avec joie. Le gouvernement a lutté pour que les cas liés au Covid-19 diminuent. Il n'est plus question de limiter les gens pour la fête. On peut être nombreux, mais en bavette, et je crois qu'on peut célébrer le 27 avril dans la joie. De ces bassins, par exemple, sortiront des jets d'eau. Ils bénéficient aussi d'un bon entretien. Le district autonome du Grand Lomé veille à ce que tout soit fait, et bien, avant le jour J. Pour que les jets d'eau puissent fonctionner, il faut entretenir les pompes. Des gens qui sont en train de nettoyer les bassins, après ils vont déclencher le fonctionnement des pompes pour s'assurer que ces pompes fonctionnent. Et avant le jour, nous faisons régulièrement des essais pour ne pas être déçus au moment venu. Ils vont travailler tous les jours jusqu'au 26 avril où on fera cette cérémonie de réanimation de la flamme par le chef de l'État lui-même. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo s'annonce belle. Ici comme ailleurs, tout se met en place pour donner un cachet spécial à la fête de cette année, contrairement aux 2 dernières années célébrées dans la sobriété pour cause du Covid-19. D'ici quelques jours, la flamme de l'indépendance va être rallumée pour que vive la nation. Rendez-vous donc dans nos prochaines éditions pour vous permettre de découvrir encore d'autres préparatifs de la célébration des 62 ans d'indépendance du Togo. Le littoral togolais, tout comme celui d'autres pays côtiers de la sous-région, fait face à de fortes pressions de dégradation. Le gouvernement a multiplié les projets dans le sens de sa protection. Le constat aujourd'hui est un déficit de coordination des actions qu'il est temps de corriger. Les précisions avec Christine Pichikialoudé. De la mer fait de plus en plus déguerpir les populations des côtes. Inondations, pollution et autres aléas amplifient la situation. Face à la menace, des projets actuellement en cours de mise en œuvre, mais seulement le déficit de coordination reste criard et qu'il faut réajuster. La nécessité d'adopter le schéma directeur, de définir les limites de l'espace maritime va apporter un plus à la synergie d'action. Il y a le schéma directeur de l'aménagement du littoral qui est en cours actuellement. Donc l'atelier a souhaité que ce schéma directeur, que son adoption puisse être accélérée et qu'en plus aussi que la planification spatiale, qui est un processus qui est en train de démarrer, puisse
en fait se fonder sur le schéma directeur. Pour ce qui concerne le système d'alerte précoce, il est recommandé justement de renforcer les stations et d'interconnecter aussi les stations pour faire en sorte que le pays puisse mieux faire face aux situations de catastrophes qui se produisent dans nos pays. Le littoral abrite 2,3 millions d'habitants, soit 36% de la population. C'est également une zone de forte concentration des activités à préserver. Je me dois d'insister sur le fait que les plus hautes autorités du pays ont un regard particulièrement attentif sur toutes les interventions dans la zone côtière. Je vous invite à perpétuer ce cadre de concertation car c'est la voie idéale pour relever ensemble les défis de la gestion intégrée du littoral, un espace de grands enjeux pour le pays. L'assainissement et la gestion des déchets sur le littoral ont retenu l'attention. Après analyse, les acteurs proposent qu'un site soit identifié et dédié à une gestion plus efficace des déchets. Hors du Togo, je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire a depuis ce mardi un nouveau vice-président. Il s'agit de Tiemoko Mieliet Kone, le désormais ex-gouverneur de la BCEAO. Il a été nommé par le président Alassane Ouattara, qui a également annoncé la reconduction de l'ancien Premier ministre Patrick Achi à son ancien poste. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a nommé un nouveau vice-président après avoir laissé le poste prévu dans la constitution ivoirienne vacant pendant près de 2 ans. Le chef d'État ivoirien a profité de l'annonce du remaniement du gouvernement ce mardi pour désigner Tiemoko Mieliet Kone, dorénavant ex-gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. S'exprimant devant les parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro, la capitale politique, le président ivoirien Alassane Ouattara a également annoncé, à l'issue de son discours à la nation, que Patrick Achi était reconduit en tant que Premier ministre du pays, une semaine après sa démission. Depuis plusieurs mois, l'exécutif ivoirien envisageait un remaniement ministériel afin de mettre en place un gouvernement plus restreint et ainsi réduire les dépenses de l'État, qui fait actuellement face à une inflation des prix de produits de première nécessité, comme le riz ou le sucre. Déjà nommé en mars 2021 après le décès de son prédécesseur Ahmed Bakayoko, qui succédait lui-même à Amadou Gon Coulibaly, décédé en juillet 2020, Patrick Achi est un transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il entretient de bonnes relations avec le président Ouattara. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe naturelle après les inondations meurtrières de la semaine dernière. Plus de 440 personnes ont perdu la vie et une quarantaine sont toujours portées disparues. Alors que les opérations de recherche continuent en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale. La côte Est, et particulièrement la ville de Durban, a été lourdement touchée par des inondations meurtrières. Une semaine après la catastrophe, les opérations de sauvetage ont cessé, mais 63 personnes restent portées disparues. Il est clair qu'il y a d'autres régions du pays qui ont également besoin d'une intervention d'urgence. Le cabinet s'est réuni en session spéciale hier soir et a décidé de déclarer l'état de catastrophe nationale. Selon les autorités locales, près de 80% du réseau d'eau potable est hors service et certaines zones sont privées d'électricité. L'armée sud-africaine va déployer 10 000 soldats dans la région et mettre en place un soutien aérien pour acheminer les marchandises, dont des systèmes de purification d'eau et des tentes pour les personnes sinistrées. Après le week-end de Pâques, de nombreux enfants ne pourront pas retourner à l'école ce mardi, près de 500 établissements scolaires ayant été endommagés par la catastrophe, qui a fait 443 morts et près de 40 000 sans-abri selon le dernier bilan officiel. Le jeûne de Ramadan se poursuit dans le monde musulman et l'un des temps forts de cette pratique est la rupture. Et au Caire, en Égypte, la table d'iftar recommandée par l'islam a réuni 3000 personnes autour d'une même table. Des tables d'iftar installées dans les rues de la banlieue de Mataria, dans le nord-est de la capitale égyptienne, le Caire. Pour rompre le 15e jour du Ramadan, les habitants de ce quartier ont partagé des repas gratuits. Plusieurs personnes ont participé à la préparation de ces repas. Ces partages sont une tradition dans la religion musulmane.
L'idée de la table d'iftar n'est pas seulement de manger et de boire. L'idée est que 3000 personnes partagent la même table, avec la même religion, la même nationalité et mangent ensemble en même temps. À travers ces grandes tables de partage, les organisateurs veulent fédérer les communautés qui vivent ensemble, créer l'harmonie et favoriser l'entente et la paix sociale. La table n'est pas réservée à des personnes précises, elle est pour tout le monde, tous les voisins et leurs enfants. Toute personne passant dans la rue peut rejoindre cette table. Dans les rues de Mataria, le repas est également réservé aux plus démunis qui retrouvent la joie. Pendant le Covid-19, ces rassemblements étaient interdits. Leur reprise est accueillie ici avec beaucoup d'enthousiasme. Le coronavirus nous a empêchés d'assister à la table d'iftar. Chaque année, de nombreuses personnes venaient ici de différentes régions pour rompre le jeûne, pas seulement à cette table, mais aussi à toute autre table. Les musulmans du Caire se réuniront encore quelques jours puisque le ramadan s'achèvera dans 2 semaines. Et les musulmans du Togo, eux, étaient réunis donc pour la 26e édition du concours national de récitation du Saint-Coran qui a connu son apothéose ce week-end. Les candidats ont concouru dans 5 catégories, dont la principale était la mémorisation et la maîtrise du Saint-Coran en entier. Le compte rendu avec Imitian Agoro Isaka Aruna et la voix de Medina Bacha Salami. Venus de toutes les régions du pays, ils rivalisent de talent dans la mémorisation et la récitation du livre saint de l'islam. C'est la phase finale du concours national de récitation du Saint-Coran. Au bout du suspense, un lauréat. Je suis très content de ce prix. Je le dédie à mon papa qui m'a beaucoup soutenu tout au long des préparatifs, à mon alpha et enfin à l'AEMT. Je profite pour dire à mes frères et sœurs que pour réussir, ils doivent respecter leur part. Après 2 ans d'interruption, l'événement retrouve ainsi son cadre habituel, un soulagement pour l'organisation. L'objectif est atteint. Nous avons pu faire un concours de bon niveau. Les candidats ont fait de belles prestations. Les membres du jury ont géré avec efficacité ce concours. Le palais de congrès était bien rempli. Les fidèles étaient heureux de retrouver cette activité importante pour la communauté musulmane au cours du mois de Ramadan. Islam, religion de paix, c'est le thème de la 26e édition. Une tribune pour Madame Awanana Daboya, marraine de l'événement, de rappeler certains préceptes de l'islam. De nombreuses sourates ordonnent aux croyants d'être bons envers les autres. Parmi les qualités recommandées figurent, et les valeurs aussi, l'amour, la gentillesse, l'affection, la clémence, le pardon. Le Saint-Coran souligne aussi que pardonner une mauvaise action est bien plus noble que de se venger. Les 2 premiers de chaque catégorie sont repartis chacun avec une récompense. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Vous l'avez donc compris. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes et excellente suite également de jeûne de Ramadan à tous les musulmans du Togo et d'ailleurs. Au revoir. Kolani.